Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre Jean d'Ormesson. Pardon. Voilà, c'est ici. Au plaisir de Dieu, toujours sourire voltairien, goguenard, quelque peu moqueur, sourire emblématique. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux questions être français et européen. Ou européen, quoi. Voilà. Bon. La première rubrique, en couleur jaune, c'est le suffrage universel, l'enseignement pour tous. D'Ormesson. Jean. Dans son mépris pour nos privilèges, la République avait surtout inventé le suffrage universel, le service militaire, l'enseignement pour tous. Notre chance de salut était dans l'isolement. Eh oui, c'était plus eux qui faisaient le pouvoir ou qui appartenaient au pouvoir. Suffrage universel, enseignement pour tous, ça élève le niveau. Autre rubrique, être français. Sous-rubrique, l'internationalisme. Nous préférions de beaucoup la cour du roi de Prusse et de l'empereur d'Allemagne à notre régime d'avocats et de vétérinaires, évidemment, bien sûr. Voilà. D'autant plus que le savoir n'était pas respecté dans les traditions de la famille de Jean d'Ormesson. Je préfère le roi ou l'empereur. Le drapeau. Deux questions redoutables que chacun évitait comme la peste. Le drapeau et la Marseillaise. Mon grand-père avait naturellement gardé le culte du drapeau blanc. Voir le comte de Chambord en 1870 par là. Et tous les officiers dont il s'entourait servaient sous le drapeau tricolore. Eh oui. Eh oui. Le temps a fait son œuvre. La guerre. C'était l'armée que nous supportions le mieux. Notre élégance, évidemment, incomparable. Le prestige de l'uniforme. La guerre était notre domaine. Nous aurions évidemment préféré la faire aux côtés de l'Allemagne, où nous comptions tant de familles, et contre l'Angleterre, surtout les États-Unis, où nous ne connaissions presque personne. On voit les relations familiales qui déterminent les idées. Et la ligne bleue des Vosges, ça peut être Charles Maurras, mais bon, ces forêts, ces plaines, l'Alsace et la Lorraine étaient aussi sacrées pour nous que les fermes de Villeneuve. Et oui, ça se comprend très bien. D'ailleurs, c'est une donnée nationale, puisque la guerre de 14 a fait monter sur le front de l'Est, y compris des Pyrénéens ou des gens de Haute-Provence. Voilà, bon. La République nous rattrapait parce que sous nos perruques et nos cottes de mailles, il remonte loin là, dans nos châteaux et à Versailles, avec nos forêts et nos chiens, malgré nos rêves et à cause d'eux, nous n'avions jamais cessé d'être des paysans. Oui, d'être des paysans. Au sens d'être d'un pays, quoi. D'être d'une vallée, d'être d'un canton, etc. Voilà. Mais pas vraiment des paysans. On ne peut pas dire que le 14 était un paysan. Être français, toujours. Le défilé de la victoire. Mon grand-père avait mené au deuil
6 deuils, pardon, en moins de 4 ans. Assisté, entouré de tous les siens au défilé de la victoire. M. Poincaré et M. Clémenceau lui serrèrent la main. Ah, ah. Mon grand-père restait monarchiste. À cette époque-là, l'action française était très active. Mais il se mettait à aimer la France. Ben oui, c'est bien, c'est normal. Mon grand-père, âgé de 90 ans, était installé donc auprès des Champs-Élysées, à l'un des balcons du Figaro. Il pouvait voir défiler son petit-fils Philippe dans un char et son petit-fils Claude à la tête de ses partisans. L'opinion du grand-père sur le défilé. Pas mal. Un peu désordre. Oui. Il faut bien critiquer, c'est l'esprit français, ça. Il avait 90 ans, là. La branche russe de la famille, là. Taras Bulba. Taras Bulba est un roman historique, je le rappelle, de Nicolas Gogol, sur un fait historique d'un cosaque et de ses 2 fils qui a attaqué la Pologne au nom de la foi orthodoxe. Il a attaqué la Pologne. Les cosaques sont un peuple à la limite de l'identité russe. Hein. Ils ont leur identité propre. Voilà. Mais les tsars ont su les faire participer à de nombreuses batailles pour la Russie. Donc, la Pologne, là ils ont attaqué la Pologne. L'oncle. En 1912 ou 13, l'oncle Konstantin Sergueïevitch, grand maréchal de la cour, était venu nous rendre visite. Il était arrivé à Nice toujours pleine de Russes et d'Anglais. Eh bien, il ressemblait comme 2 gouttes d'eau au général Tourakin. Rien d'étonnant, la comtesse de Ségur, née Rospotchine, notre tante, s'était inspirée, etc., etc. Bref, il y avait une osmose, il y avait une parenté étroite avec les aristocrates russes. À Nice, la fortune de Konstantin Sergueïevitch avait quelque chose d'effrayant. Il distribuait aux danseuses, aux coiffeurs, aux femmes de chambre des émeraudes et des diamants. Eh bien, il devait avoir du monde autour de lui. Hein. L'oncle, grand maréchal de la cour. Ils étaient riches. Hein. Par contre, il y avait en Russie des moudjiks qui étaient pauvres. Heureusement que Tolstoï, le grand Tolstoï, avait créé une école sur sa propriété pour élever le niveau de ces moudjiks. Tolstoï était quelqu'un d'étonnant. Contre le tsar, contre l'armée, contre la foi orthodoxe. Pour les moudjiks, pour le peuple. Bref, c'est un révolutionnaire. Et c'est l'auteur de la théorie de la non-violence, hein, en plus. Il avait rencontré Gandhi, qui était beaucoup plus jeune que lui, et qui était venu le voir. Bon, voilà. La branche russe de la famille entretenait avec les Romanov des relations ambiguës. Elle avait trompé en 1925 dans le complot des décembristes contre l'empereur Nicolas. Plusieurs de ses membres avaient été déportés en Sibérie. Ah. Ils avaient des problèmes avec les tsars, la branche russe. Quand le Kerensky ébranla en 1917 le régime des Romanov, mon grand-père s'écria avec fureur en grand coup de Constantin. Quelques mois plus tard, nous apprenons le massacre en Crimée de tout ce qui portait notre nom. Le prince Constantin, sa femme, ses 6 enfants. Voilà. Le grand-père, lui, est pour... forcément,
Il était contre le fait d'avoir guillotiné Louis XVI, Marie-Antoinette. Donc forcément, renverser un tsar ou ébranler le régime tsariste, c'est inadmissible pour le grand-père. Le fils de l'oncle, il ne restait de la branche russe que le jeune cousin qui était de passage chez nous. Les dernières paroles du prince avaient été pour mon grand-père qui l'aimait tendrement. Dites à Sosten que rien n'est perdu, que la Russie renaîtra grande et forte et que l'avenir s'appelle liberté. Ah, oui. Bon. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. La révolution de 1917 par les soviets. Vers la fin du printemps de 1919, il y avait ce soir-là au château un grand dîner suivi d'un bal. La première fête et le premier bal après les deuils de la guerre. La porte du grand salon s'ouvrit pour donner passage à un tout jeune homme hirsute, vêtu de haillons et couvert de boue. C'était l'histoire qui entrait. Boris s'avança, salua dans ce même salon que l'oncle Constantin, son père, avait rempli naguère de sa brillante jovialité. Monsieur le duc, le prince est mort. Il m'a chargé de vous dire que rien n'était perdu. C'étaient des paroles étonnantes à Plessis-les-Vaudreuil. Il fallait une grande catastrophe pour oser les prononcer en présence de mon grand-père. Oui. Moins de 20 ans après, il devenait un des physiciens les plus éminents de son temps. Il était élu à l'Académie des sciences. Ah. Bon. Nikita Khrouchtchev a invité, c'est des gens de qualité, donc, intellectuels aussi. Ils pensaient les Russes, là. Voilà. Nikita Khrouchtchev a invité à Moscou une délégation de l'Institut de France. Boris en faisait partie. Il but de la vodka à la santé d'Ivan le Terrible, de Pierre le Grand, du camarade Lénine. Il verse avec eux sur les destins de la vieille Russie des larmes délicieuses et brûlantes. Oui. Ben, au niveau de Khrouchtchev, c'est déjà les soviets. C'est bien après la guerre de 14. Autriche-Hongrie, rubrique. L'Autriche était encore la chambre des pères de l'Europe. Son effondrement nous consternait. C'est vrai qu'en 1918, l'Empire d'Autriche-Hongrie s'est effondré. Oui. Et puis en 1935 ou 1936, Hitler a fait l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche aussi. Bon. La Grande Guerre n'entraînait pas seulement avec elle la réconciliation de ma famille avec la France et la chute de l'Empire russe, elle vit aussi la fin d'une autre monarchie, les Habsbourg et l'Autriche-Hongrie. Ah oui, la guerre de 14, c'est un séisme. C'est un séisme en Europe, dans toute l'Europe, et dans la Russie aussi. Bref, une guerre, c'est fou. C'est une guerre qui a bouleversé le plus, peut-être, l'équilibre européen, le continent européen russe. Enseignement, la liberté. L'enseignement obligatoire risquait d'ébranler les barrières entre les classes auxquelles nous étions attachés. Je suis isolé, avec leur mode de vie qui était contre l'enseignement. Le grand-père, qu'est-ce qu'il disait? Je vous réclame la liberté au nom de vos principes et je vous la refuse au nom des miens. Il est normal qu'en République, le peuple décide. Voilà. Bon. Heureusement qu'on n'en est pas resté là. Au grand-père. Dernier propos
pour cette vidéo. Je me souviens de mon grand-père qu'en fureur contre les instituteurs qui avaient tant de mal, qui avaient fait tant de mal, contre les programmes des écoles et des lycées, contre les Malais et Isa. Il était contre tout. Oui. C'était pour... il était pour le comte de Chambord, il était pour la monarchie, il était pour l'ancien ordre, qui a complètement disparu. Voilà. Voici ce qu'a vu Jean d'Ormesson, qui était... qui dans la famille d'Ormesson n'était pas l'aîné, loin de là, mais qui avait développé une culture étonnante, hein. Académie française, etc. Et donc, il appartenait en partie à cet ordre du grand-père. En tout cas, au plaisir de Dieu, il a dressé la statue de son grand-père comme le commandeur. Voilà. Eh bien, nous en avons fini avec cette vidéo. C'est toujours étonnant de voir cet autre mode de pensée et de prendre conscience que la guerre de 14-18 a tellement bouleversé l'ordre européen et russe. Voilà. Tous les profs d'histoire savent ça sans doute, mais ceux qui ne le sont pas le découvrent un peu. Voilà. Bien. Je vous souhaite de profiter de toutes ces notions-là, d'en parler, d'échanger. Ça nourrit votre conversation. Et donc, à la suite de cette vidéo, il va y en avoir encore d'autres, car Jean d'Ormesson était prolixe. Ses livres sont épais. Voilà. Surtout celui-là. Au revoir à toutes et à tous. Bonne continuation dans vos activités. Au revoir.